Dans le site drangélique.free.fr dans l'analyse de l'activité morale et je traite maintenant des vertus cardinales. Donc toujours au service de la lecture de saint Thomas d'Aquin, je voudrais maintenant aborder la vertu de justice. Cette deuxième vertu cardinale qui vient après la prudence, qui elle est fondamentale et qui donne sens à tout, puisqu'elle détermine l'intelligence elle-même. Eh bien la vertu de justice, elle va orienter et déterminer qualitativement la faculté de volonté, c'est-à-dire la faculté d'amour spirituel vers le bien. On pourrait objecter, mais déterminer la volonté vers le bien, c'est un acte de la prudence, c'est l'intelligence qui le fait. Eh bien, en réalité, s'il suffisait que l'intelligence pratique soit bien orientée pour que tout se réalise bien, ce serait pratique. Mais la volonté elle-même, faculté d'amour spirituel, elle doit toujours se rappeler que son bien, c'est sa fin. Et elle le fait de manière affective. Elle ne le fait pas seulement parce qu'elle connaît que ce bien, c'est cette fin. Or, il n'est pas évident pour la volonté de maintenir la qualité du bien qui la finalise. Je veux dire par là qu'on constate que la volonté, faculté d'affectivité spirituelle qui normalement a pour objet la personne profonde de l'autre, sa droiture, ses qualités admirables au point de vue moral, eh bien en fait, elle se laisse très souvent entraîner par les autres degrés d'affectivité, affectivité sensible, qui lui fait préférer un plaisir qui lui correspond plutôt que ce qui est bien. Donc il y a une vertu qui oriente, qui rend facile l'acte de la volonté. Alors, le rapport de la justice, donc de la droiture par rapport au bien, les enfants, ils le découvrent tout petit, très vite. Si par exemple, ils voient que leur maman a véritablement une préférence pour l'un d'entre eux, ça peut être affectif comme préférence, mais là où ils le voient encore plus, c'est quand il y a des cadeaux qui ne sont pas à égalité. Ça veut dire que l'un a toujours plus que l'autre, soit en baiser, soit en cadeau, etc. Eh bien les enfants, ils ressentent profondément l'injustice. Et ils en souffrent beaucoup, parce que, en fait, ce qui structure leur être, c'est justement d'être aimé comme l'unique. Il ne s'agit pas d'être aimé comme l'unique au point que les autres ne seraient pas aimés. L'enfant qui est aimé plus que les autres, il peut très bien être un peu gêné parce qu'il sent qu'il y a injustice par rapport aux autres frères et sœurs. Non, chacun est aimé comme l'unique, et c'est ça l'acte de la justice que les parents, les deux parents normalement, doivent savoir exercer. D'ailleurs, quand on pose la question à une maman, lequel de vos enfants vous aimez le plus? Eh bien, instinctivement, elle sait bien ce qu'elle doit répondre. Je les aime chacun comme l'unique. Et si l'un des deux, l'un de tous les enfants disparaissait, par la mort par exemple, de toute façon c'est l'horreur absolue. Donc naturellement, il y a ce sens de la justice dans l'amour parental. Naturellement, pas tant que ça, hélas, il y a des parents injustes, et là les catastrophes sont importantes dans l'éducation des enfants. Et donc on le voit, la considération que je viens de faire là, elle montre que la justice n'est pas simplement une spéculation. Elle s'exerce très concrètement dans la vie. Je dirais que il n'y a pas de partie spéculative en elle, elle sera dans la prudence la partie spéculative. Non, la justice, elle s'exerce concrètement. Ce sont des actes de justice qu'on voit, et ce sont des actes d'injustice qu'on voit. Et donc on dit, pour bien montrer que c'est du concret, que la justice, elle a finalement trois grandes divisions, c'est-à-dire trois manières de s'exercer dans la vie morale. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appellerait la justice commutative. La justice commutative, c'est par exemple si j'ai quelque chose, que la personne qui est en face de moi a quelque chose en échange, eh bien je fais un échange à équilibre. Donc ce n'est pas seulement dans le commerce qu'elle s'exerce, c'est aussi dans les efforts. Prenons un exemple. Dans une relation conjugale, le mari n'est pas trop porté là-dessus. Il n'a pas très envie. Et la femme est très portée là-dessus. Eh bien, si
l'un des deux fait 100% de l'effort et que l'autre ne fait aucun effort, il y a injustice au niveau d'une justice commutative. Et cette injustice, si elle se produit à chaque fois, c'est-à-dire que l'un est un pacha et l'autre, sans arrêt, est en tension pour faire plaisir à l'autre, le couple sera atteint tôt ou tard dans son intention de vie. On a là une faute morale qui, quand ça porte sur les moyens, est peut-être secondaire, mais qui peut-être, à force de s'accumuler, pourrait tuer l'intention elle-même en disant « tu fais aucun effort, ça veut dire que tu m'aimes pas, parce qu'il n'y a pas d'amour quand il n'y a pas d'acte concret ». Cette justice commutative, elle intervient partout dans la vie morale. Reprenons l'exemple des couples. Je me rappelle qu'en mai 68, et tout le travail qui a été fait dans la révolution des mœurs, c'était qu'il y ait une égalité de travail dans les tâches ménagères. Donc on estimait que les femmes et les hommes travaillant, il fallait que les hommes fassent autant de tâches ménagères, donc 50% que les femmes. 40 ans après, on a constaté qu'on est passé avant mai 68 de peut-être 3-4% des tâches ménagères faites par les hommes à maintenant 7-8%. Et donc, les féministes disent injustice flagrante. On reste sur des travers acquis par l'éducation, selon elles, qu'il faut absolument changer. Eh bien, dans la réalité des couples, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah, ça serait comme ça si monsieur arrive à la maison, s'installe sur son canapé, crevé, et lit le journal toute la soirée. Mais en réalité, quand on regarde le concret des couples, on dirait plutôt que chacun a son rôle, son efficacité, mais dans son domaine de compétence. Et donc que les hommes, là où ils se dévouent, vraiment, c'est par exemple dans l'installation de la maison, une jolie maison, dans le fait qu'elle soit, comment dirais-je, confortable pour la femme, dans les travaux manuels comportant ça. Alors on dira, mais il choisit les travaux nobles. Je ne suis pas sûr que ce sont les travaux nobles. Quand un homme fait la cuisine, pourquoi est-ce qu'on considère tout d'un coup que c'est un art noble? Et quand la femme fait la cuisine, ce serait bobonne? Non. Ça, c'est à cause peut-être d'a priori qui fait qu'on a l'impression que le travail d'un homme serait digne et le travail d'une femme serait sans intérêt. Aucun travail est sans intérêt. L'essentiel, c'est qu'il y ait une justice commutative dans le couple et dans la vie de l'amitié pour qu'il y ait une certaine égalité en don de soi, en effort fourni. Donc on le voit, la justice commutative, appliquée à la vie morale, elle dépasse largement ce pourquoi elle avait été définie au point de départ, c'est-à-dire dans les échanges commerciaux. Donc je te paye un prix juste pour une marchandise et dans le troc, etc. La justice commutative s'exerce aussi dans les amitiés, pas seulement dans les amitiés du couple. Prenons un exemple concret. Deux amis habitent loin l'un de l'autre. Et c'est toujours l'un qui fait l'effort de venir, de faire le voyage en voiture. Et l'autre ne fait jamais l'effort. C'est toujours l'autre qui téléphone pour se rencontrer, etc. Et l'autre jamais ne prend l'initiative. Ben, il finira par y avoir de manière flagrante une injustice dans le comportement. Il n'y a pas le même intérêt à la finalité qui est l'amitié dans l'un et dans l'autre. Donc il faut qu'il y ait une certaine justice au niveau de l'amitié, une justice commutative qui est très souple. Évidemment, si on commence à faire le compte, la comptabiliser, de je t'ai reçu, tu m'as pas reçu, etc., on tombe dans n'importe quoi. Tout ça, c'est vivant. C'est donc pas matériel, mais il y a un moment donné où s'il n'y a pas quand même un certain compte des efforts réciproques, on finit par s'en rendre compte et ça va contre la justice commutative. Alors l'autre niveau de la justice qui s'exerce dans la vie morale comme dans la vie politique, mais ce n'est pas l'objet de ce cours, donc je n'en traiterai pas ici, c'est ce qu'on appelle la justice distributive. Ça consiste à appliquer à chaque personne qui constitue la famille la juste proportion de ce qu'il doit recevoir en fonction de plein de critères. Donc le plus simple, c'est de donner quelques exemples. Prenons l'exemple suivant. Dans une famille, il y a l'épouse, il y a 3 enfants, et il y a, mettons qu'il vit à la maison, la maman de l'épouse. Quel est le rapport du père dans la justice distributive par rapport à ces diverses relations?
Quelle est la personne qui doit être prioritaire dans sa relation? Eh bien, je pense que en justice distributive, si c'est l'enfant qui est prioritaire, au point que c'est lui qui a raison contre sa mère, on fait une faute contre la justice distributive. Pourquoi? Parce que la relation qui fonde le couple, c'est avec l'épouse. C'est là qu'est l'intention de vie fondatrice, l'amour. Et donc, la personne qui a le plus à recevoir en priorité dans la justice distributive, c'est-à-dire dans l'écoute, dans le conseil, dans la discussion, dans les prises de décision, c'est évidemment l'épouse. Mais après, quand on regarde en fonction de la vieille maman qui est là, et puis des 3 enfants qui, mettons, ont 10 ans à peu près d'âge, entre ces 4 personnes, qui doit recevoir le plus en justice distributive? Eh bien, je dirais, ça dépend de quel domaine. En honneur, en respect, c'est la vieille maman. Parce qu'une personne âgée, si elle est honorée, elle a donné la vie, eh bien, c'est l'exemple qu'on donne aux enfants. Il n'est pas juste que les petits soient prioritaires et que la vieille maman soit mise dans un coin comme quelque chose d'une quantité seconde. Il y a un respect qu'on applique aux vieux parents parce que eux, ils ont l'expérience et qu'ils ont donné leur vie pour faire qu'on est là. Alors ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois comme ça. Imaginons par exemple que la vieille maman est très méchante et que sans arrêt elle provoque la division dans la maison. Elle veut qu'on aime plus, mettons, le fils aîné que le fils cadet parce que c'est son chouchou. Eh bien la justice distributive donne raison d'abord à l'égalité d'amour entre les enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas à suivre sur une injustice, la grand-mère, aussi respectable soit-elle, parce que la justice distributive entre les enfants, c'est qu'ils sont aimés chacun comme l'unique. C'est du bon sens. On ne peut pas préférer, quand on est un papa, un enfant à l'autre, sinon on va le détruire, l'enfant qui n'est pas aimé. Donc c'est une faute contre la justice distributive de bon sens dans l'amour de ses enfants. Alors cet exemple, encore, montre à quel point la justice dans son exercice concret est fondée sur une prudence. La prudence est la reine, c'est elle qui fait réfléchir, qui va prendre conseil avec l'épouse. Mais la justice, elle l'applique dans des choses concrètes. Elle est une vertu de l'action. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 enfants ont leurs anniversaires fêtés avec à peu près la même somme pour chacun, en tenant compte évidemment de l'âge. Le garçon de 18 ans, le petit bébé de 3 ans, on n'a pas obligé de mettre le même prix à l'anniversaire. C'est une justice distributive, c'est-à-dire qu'elle tient compte des critères, et l'âge en fait partie. Pour la petite fille de 3 ans, une belle poupée, c'est un cadeau aussi cher que pour le garçon de 18 ans, qui vient d'avoir son permis, une vieille voiture qui lui permet de se déplacer. C'est la même chose, c'est équivalent en justice distributive. C'est aussi la justice distributive qui va établir concrètement le rapport qu'on a entre ses parents et son épouse ou son époux. À savoir, qui est prioritaire entre ses parents et son épouse? Qui doit-on choisir en premier? Eh bien, je dirais que au niveau de l'intention de vie, on choisit en premier son époux, son conjoint, parce que c'est avec lui qu'on fait sa vie. Mais pas au point de rompre avec ses parents. Mais prenons des circonstances particulières, à savoir que les parents font le bazar un peu dans le couple, sont pénibles, etc. Eh bien, qu'est-ce que va décider une justice distributive, donc qui respecte le statut des personnes? Eh bien, par exemple, de prendre une certaine distance en voiture, pour que les parents ne soient pas tout le temps sur le paletot, mais de ne pas rompre avec eux. Parce que, en justice, rompre avec ses parents qui nous ont donné la vie pour son épouse, alors qu'ils n'ont rien fait de mal si ce n'est un inconvénient, ils sont peut-être pénibles, eh bien ça ne va pas. On ne peut rompre avec ses parents quand il y a une véritable indignité qui touche à la finalité du couple. Exemple, des parents qui prennent tous les moyens pour salir le conjoint, pour détruire le couple. Alors là, il est évident que la justice distributive mettant en premier l'amour de l'épouse, il faudra une rupture, une prise de distance ferme.
c'est encore la justice distributive qui le décide. Mais à l'inverse, si c'est l'épouse qui veut faire rompre avec les parents qui n'ont rien fait de mal, parce que elle veut s'accaparer le mari, elle ne veut pas qu'il ait de contact avec ses parents, du tout. Eh bien, c'est aussi la justice distributive qui va peser les choses, en disant, il n'est pas juste, parce que mes parents n'ont rien fait de mal pour mériter ça, que je rompe complètement avec eux. Mais, comme tu es prioritaire, ce que je peux concéder, c'est une distance, en kilomètres. Par contre, il n'est pas question que je rompe avec eux parce que ce serait quelque chose qui serait contre le bien. Ce serait une faute morale. Ils n'ont pas mérité cela. Alors je prends exprès des cas limites afin de montrer comment cette vertu, portée par la prudence, intervient tout au long de la vie. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est beaucoup plus petit comme acte. C'est des petits détails qui font que, par exemple, une épouse manifeste à son mari qu'il est premier par rapport aux enfants. Chose difficile parce que dans son cœur, très souvent, les enfants sont premiers par rapport au mari. Alors qu'en réalité, dans la justice distributive, la relation avec le mari est une relation unique, d'amour, d'amitié, d'égalité. Alors que la relation avec les enfants, c'est la relation d'une maman, donc c'est fondamental, c'est très important. Mais ce n'est pas au même niveau que la relation avec le mari. Donc il y a bien là un acte concret de justice distributive de l'épouse par rapport à son mari. Cette justice distributive, d'habitude, on l'exerce plutôt en politique. Et donc les exemples que j'ai donnés montrent que non, elle est présente aussi dans la vie morale, dans l'amour d'amitié. Elle est partout présente. En politique, par exemple, on dira qu'il y a une faute contre la justice distributive quand on nomme ses propres neveux comme collaborateurs et non pas des personnes compétentes. Ça veut dire qu'on fait une faute, là, directe, contre la finalité qui était la compétence dans le travail pour placer tout simplement sa famille. Eh bien, au niveau moral, c'est beaucoup plus profond parce que ça touche directement les relations interpersonnelles qui s'établissent. La troisième espèce de la justice, après la justice commutative, la justice distributive, c'est ce qu'on appellerait la justice légale. Ça veut dire des règles écrites, des codes qu'on suit, auxquels on se soumet pour un bien vivre. Alors au niveau politique, on sait bien ce que c'est. Il y a plein de codes de loi qui interviennent dans le domaine civil, dans le domaine pénal, dans le domaine des échanges, etc., etc. Eh bien, il peut arriver qu'il y ait dans la vie morale une certaine justice légale. Donc pas au niveau d'un État, mais des règles fixées auxquelles on se tient parce qu'elles aident à appliquer concrètement la justice qui est si importante. Prenons un exemple par rapport aux tâches ménagères pour les enfants. Le fait d'établir des règles justes qui fait qu'une semaine, c'est l'un qui fait la vaisselle, l'autre semaine, c'est l'autre, etc. Et donc que tout le monde passe par les mêmes tâches. C'est quelque chose qui peut être important, parce que si on le fait souplement, eux, les enfants, qui ont très fort le sens de la justice et qui constatent qu'il y en a un qui ne fait jamais la vaisselle, eh bien, ils vont trouver qu'il y a une injustice profonde dans la justice distributive. Alors ces règles qu'on peut établir dans l'amitié, qu'on peut établir aussi au niveau, pas seulement au niveau familial, dans l'amitié réelle, à pas savoir que par exemple, on va chez l'un une année, on va chez l'autre une année, et on échange comme ça, ce qui permet de partager les frais, les kilomètres, etc. à égalité. Eh bien, ces règles légales ne doivent pas être trop lourdes, trop pesantes. On pourrait dire qu'elles sont un peu un support, utile parfois, mais pas plus. Alors on se souvient par exemple de Super Nanny, cette éducatrice qui passait à la télévision pour essayer de restructurer une famille complètement détruite à force d'absence de règles. Et elle, ce qu'elle faisait après avoir observé la famille, elle commençait par établir une série de règles écrites auxquelles il fallait se soumettre. Et c'était très intelligent. Parce qu'en fait, étant donné que dans les relations quotidiennes, on n'y arrivait plus, donc la justice n'était plus jamais appliquée, chacun suivant son caprice, etc.,
eh bien, elle passait par le truc d'une justice légale, une règle qui s'impose à tout le monde, pour rétablir l'ordre dans la famille. C'était très bien vu. Malheureusement, comme elle ne restait pas sur place et que les parents qui sont dans une telle catastrophe sont dans une ornière dont ils n'arrivent pas à se sortir facilement, on sait très bien que ça ne marchait pas. Ça aurait marché s'il était resté par exemple 1 an ou 2 comme éducatrice dans la famille, comme nounou, véritablement. Là, elle aurait pu restructurer et faire perdre les mauvaises habitudes. Parce que c'est cela. Quand je dis qu'il y a vertu de justice, ben c'est parce que, à force de se comporter avec justice, on prend un habitus de justice qui fait que naturellement, on se comporte justement. Et au contraire, à force de se comporter injustement, de dire une règle et de ne pas l'appliquer, de dire je vais te punir et de ne jamais punir, eh bien on prend un habitus de comportement injuste que les enfants savent très bien exploiter pour leur plus grand plaisir. C'est aussi la justice légale, et la vraie celle-là, celle des États, qui vient donner la juste mesure à certains comportements qui peuvent arriver dans des cas ultimes, comme par exemple la légitime défense, l'assistance à personne en danger et la manière dont on doit l'appliquer. Donc je veux dire par là que la légitime défense, elle est soumise à des règles de justice, non seulement légales, mais je crois morales. C'est-à-dire que les règles de justice légale ne font que fixer un bon sens moral. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un casse la vitre de ma voiture la nuit pour me voler mon autoradio, que je prends un fusil de chasse et que je le tue, il y a disproportion dans la légitime défense. C'est net, n'importe qui peut le comprendre. Par contre, si un homme est en train de tabasser une jeune fille, qui lui a donné un coup de couteau, que je prends mon fusil de chasse, que je lui tire dedans et que je le tue, il y a eu assistance à personne en danger, j'ai agi de manière proportionnée. J'ai agi justement. Et ce sont donc ces considérations d'ordre moral évidentes que la justice légale a fixées. Elle va regarder que l'application d'une violence soit en rapport avec la violence subie, mais aussi les circonstances. Par exemple, les circonstances principales où on exerce la violence, c'est donc l'assistance à personne en danger, donc pour sauver un tiers. Et c'est juste qu'on prenne la défense d'un innocent contre un coupable. C'est une justice distributive. Le coupable n'a aucun droit dans sa culpabilité. L'innocent a tous les droits dans son innocence. C'est aussi la légitime défense. Par exemple, un père de famille n'a pas à se laisser assassiner. Il est responsable d'une famille. Il a le devoir de se défendre violemment s'il le faut. C'est une justice par rapport à ses enfants. C'est encore une forme de justice distributive. Évidemment, dans une forme de justice commutative, si on l'attaque en lui lançant, je ne sais pas, du riz, on veut le bombarder avec du riz pour l'attaquer et pour se venger, il ne répond pas avec un fusil de chasse ou un poignard. C'est évident, il y a une proportion de la défense. Donc l'exemple là c'était un petit peu ridicule, je ne trouve pas ce que je pourrais donner comme réponse à ça, peut-être rendre du riz, renvoyer du riz en retour, voilà. Mais on comprend bien ce que je veux dire. Il y a une proportion. L'absence totale de réponse violente dans un cas grave de légitime défense ou d'assistance à personne en danger est une injustice. Ça veut dire que le pacifisme absolu, au point de vue moral, est une faute contre la justice. Il est évident qu'on ne peut pas se laisser faire dans certaines circonstances et qu'on ne peut pas laisser faire certains crimes dans certaines circonstances. Alors évidemment, c'est là qu'une véritable vertu de justice doit intervenir et pas seulement la prudence. Je me rappelle par exemple de considérations que j'avais jadis en me disant, et en parlant, si jamais j'observe quelqu'un qui se fait attaquer, quand je vois que personne ne répond, on en parlait souvent, quand dans un métro, des personnes sont attaquées, personne ne répond, les yeux sont baissés, etc. Je me disais, en prudence, ce qui est juste, c'est de défendre la personne attaquée, etc., etc. Et puis ça m'est arrivé. Je n'ai pas été attaqué, mais j'ai assisté dans un bus à Paris à l'attaque violente
par une personne jeune contre un pauvre clodo qui était passé, qui l'avait légèrement bousculé en passant, et il lui prenait la tête et il la cognait contre la vitre et ça rebondissait avec des bruits terribles. Et le bus était bondé. Et personne n'intervenait, et j'étais comme les autres. Je voyais la scène, j'étais très très gêné, et je ne suis pas intervenu. Parce qu'en fait, la prudence théorique, elle était là, je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse. Mais la justice, dans ce cas-là, n'était pas assez développée. Je pensais à ma famille, et si je me prends un pot de couteau, enfin bref, toutes les pensées qu'on peut imaginer, qui fait que dans ces circonstances-là, le manque de justice peut vraiment paralyser. Et finalement, c'est une très jeune fille qui était là, une adolescente de 17 ans, petite, qui s'est mise à crier « Mais vous allez le tuer !» Et ça l'a tellement paralysé, l'agresseur, qu'il est sorti du bus, et il l'a laissé tranquille, et alors toutes les personnes sont venues l'aider, etc. Eh bien cette jeune fille, elle a agi avec justice, beaucoup plus justement que moi. Et c'est là qu'on voit que finalement, on ne se connaît pas. On ne sait pas si on a vraiment la vertu de justice. On croit l'avoir en théorie, parce que dans le quotidien, on va agir justement avec ses enfants. Mais dans les cas ultimes, graves, où sa propre vie est en jeu, personne ne sait s'il a la vertu de justice et jusqu'où il l'a. On pourrait poser la question de savoir si dans le cas que j'ai indiqué, j'ai agi avec prudence. Non, je ne crois pas. J'ai agi avec la prudence des lâches. La prudence, c'est-à-dire la petite prudence, celle qu'on applique, qu'on dit d'habitude être la prudence. Mais la vraie prudence, c'est pas ça. C'est d'ordonner un moyen à une fin. Alors il s'avère qu'heureusement, cette jeune fille est intervenue. Le fait qu'elle soit une jeune fille, que peut-être les hommes n'oseront pas frapper une très jeune fille comme ça, fait qu'elle a agi comme il fallait. Peut-être qu'en fait, il était peut-être malvenu que moi j'agisse, que peut-être étant un homme, etc., il y aurait eu des conséquences violentes, et je suis père de famille, mais en toute objectivité, je ne peux pas dire que j'ai agi en prudence. J'ai agi en petite prudence, disons. Donc on le voit, toutes ces vertus sont compliquées à acquérir. Dans le quotidien, il n'est même pas facile de juger de là où on a bien agi, où on a mal agi. C'est lié à de la contingence, mais on peut en tout cas les développer du mieux qu'on peut lorsque tout va bien.